C'est parti. Normalement, Maxime, tu m'entends en direct, je pense. Je t'entends, Anaïs. Comment tu vas? Ah, je ne t'entends pas. Ah, ça y est, tu m'entends. Ouais, Bah, parfait. bien, bien, bien. Écoute, ce que je te propose en attendant que tout le monde rentre dans la salle, c'est peut-être de pouvoir commencer. Je suis trop contente déjà de faire cet épisode avec toi. On va parler d'optimiser la conversion de son audience. C'est notre 3e épisode. Et bon, l'idéal, c'est avant de commencer, c'est que tu puisses te présenter, quitter, et puis aussi Pool, parce que là, forcément, ton activité est très en lien avec notre thème. Ouais, complètement. Déjà, merci pour l'accueil, Anaïs. C'est un plaisir d'être avec toi là aujourd'hui. Pour me présenter, donc moi je suis Maxime, je suis le CEO de Pool et de The Audiencers, qui est un média qu'on a créé. Et pour te donner un peu de background sur mon parcours, moi j'ai fait 2 écoles de commerce histoire d'avoir un plus gros emprunt à rembourser. C'était pas forcément la meilleure idée du monde, mais j'ai fait ça. Et derrière, j'ai bossé 3 ans dans une agence qui faisait de l'optimisation de taux de conversion pour des e-commerçants et de l'acquisition de trafic. Donc c'est un peu dans ce monde-là que je me suis familiarisé avec la conversion d'audience. Et puis après, au bout de 3 ans, il y a 7 ans maintenant, je suis parti et avec un ami à moi, on a créé Pool. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le background. Et si tu veux, je peux te présenter Pool très rapidement. Ouais, si tu peux me redire aussi comment vous avez eu cette idée de créer Euh, Pool, même si forcément, je comprends bien qu'en ok. baignant dans tous ces sujets de conversion, tu as peut-être eu envie de t'attaquer à des problématiques dessus, mais un peu comment t'es venue l'idée de Pool avec tes associés et aujourd'hui, comment tu aides les entreprises avec cet outil? Ouais. Euh, En fait, c'est venu, donc, on est en 2016 à peu près, 2016-2017. Et en fait, avec un ami à moi, donc Gabriel, qui est associé avec moi aujourd'hui, on veut monter une boîte ensemble. Et moi, je viens de ce milieu de la conversion d'audience. Et en 2016-2017, en France, tu commences à avoir des paywalls qui arrivent sur les sites de contenu. Donc avant, tout était gratuit, c'était magnifique. Et là, tu commences à te faire bloquer et on te demande de t'abonner. Et donc nous, forcément, en tant qu'utilisateur, on est frustré de ça. Et puis en creusant un peu le sujet, on s'aperçoit qu'ils ont des énormes audiences, vraiment, et qu'à la fin, il y a très très peu de monde qui convertit. Donc on va les voir et on leur dit, ouais, on a identifié ce problème chez vous, est-ce que c'est un problème que vous avez? Effectivement, ils nous ont confirmé. Alors forcément au début, et je pense que tu connais ça, Anaïs, tu arrives avec, toi tu penses que tu as la meilleure idée du monde, donc tu leur dis, ben, j'ai une solution pour vous. Et ils te disent, ouais, effectivement, le problème que tu nous partages, il est très juste. Par contre, ta solution, si tu me permets, c'est de la merde. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, 10, 15 comme ça, et on a le même retour. Et puis, finalement, en itérant un petit peu dessus, on arrive sur cette solution de se dire que il y a peut-être moyen de créer un paywall dynamique, qui était notre premier produit, c'est-à-dire comment on va adresser les utilisateurs différents en fonction de leur potentiel de conversion, en gros, et comment tu les amènes à s'engager progressivement, à convertir et à rester. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré en 2017 à peu près. Et puis, si tu veux aujourd'hui, pour te présenter ce qu'on fait, en fait, c'est assez simple. Notre métier, nous, c'est d'aider les créateurs de contenu, les médias, à engager, convertir et fidéliser leurs audiences. Et si j'essaie de t'expliquer ça de manière un peu plus précise, en fait, il faut imaginer que nos clients, ils ont des belles audiences, des belles marques et des beaux contenus souvent, ou des beaux produits. Et notre métier, c'est de les aider à trouver la meilleure action à proposer pour faire descendre les utilisateurs dans le tunnel. Donc, comment j'engage, inscrire une newsletter, télécharger l'app, comment je convertis, créer un compte, abonnement, comment je pose la bonne landing page et comment je pousse les bonnes actions d'onboarding et de rétention pour essayer de le fidéliser et de le garder le plus longtemps possible pour maximiser les revenus que je génère. Et donc, nous, on fournit une techno qui permet de créer très simplement tous ces parcours utilisateurs, de les personnaliser selon le profil, selon le type de contenu. Et notre plus-value, c'est vraiment d'avoir le go-to-market le plus court possible entre l'idée que tu as d'un test que tu aimerais faire et d'être live. Parce qu'on pense que si tu veux, sur les mécaniques d'engagement, de conversion et de fidélisation d'audience, il n'y a pas de recette magique, il faut juste tester des choses. Et on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Qui est hyper intéressant. Mais alors, je ne sais pas comment tu vas répondre à ma prochaine question parce que, comme tu me dis qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois, moi j'avais une question qui était comment tu crées un parcours de conversion Ouais. réussi? C'est quoi les leviers à chaque étape du tunnel? Donc, est-ce que tu arrives quand même, avec les clients que vous avez, à avoir des tendances ou est-ce que chaque client a vraiment sa recette? Écoute, c'est une bonne question. Je dirais que quand tu veux convertir ton audience, quel que soit, que tu sois un média, que tu détiennes un produit, que tu aies une app ou peu importe, en fait, il y a différents niveaux, je dirais. Les ingrédients sont sont souvent les mêmes, mais la façon dont chacun va faire sa recette va être un petit peu différente.
Et si tu veux, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux qui sont très simples et il y a des niveaux qui sont de plus en plus avancés. Parce que plus tu vas convertir ton audience, enfin, plus tu vas convertir, au début ça va être facile et après ça va être complexe, donc il va falloir que tu sois un peu plus malin dans tes schémas de conversion. Mais si on commence par le niveau 0, si tu veux, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà le niveau même, la base de la base, c'est d'avoir un bon produit. C'est quand même, enfin, c'est con de dire ça, mais je le redis, parce que c'est souvent un point qui est oublié. Il faut avoir un bon produit. Voilà. Quel que soit le métier qu'on fait, il faut avoir un bon produit à proposer. Ça, c'est le premier point et c'est vraiment la base. Le maximum de conversion, enfin, le potentiel de conversion que tu as va dépendre de ton produit et de ton audience. Donc ça, c'est la base. Une fois que tu as ça, tu vas commencer à pouvoir réfléchir sur tes mécaniques de conversion. Et donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est, nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est une sorte de, tu vois, de ce qu'on appelle le tunnel d'engagement et de conversion. Donc, combien j'ai d'utilisateurs, combien j'en ai qui vont être exposés à une mécanique bloquante, combien j'en ai qui vont réellement voir cette mécanique bloquante, combien j'en ai qui vont cliquer et combien j'en ai qui vont convertir. Okay. Et donc, l'idée, c'est d'être capable d'optimiser chacune de ces étapes. Et moi, ce que je recommande toujours à mes clients quand on démarre, c'est de dire, commencer par des choses simples. Vraiment des choses simples. Typiquement, souvent, quand tu te fais bloquer sur un jeu, sur un site média ou peu importe, on te dit, écoute, Anaïs, c'est bloqué, il faut que tu payes. Tu vois. Et le premier truc qui est oublié par nos clients, souvent, c'est la proposition de valeur. Être capable d'expliquer pourquoi je te bloque, à quel moment je te bloque et quelle valeur tu vas avoir avec ce que je te propose d'acheter, en fait. Et nous, on a des clients, ils ont fait des tests sur cette étape-là. Tu vois, en gros, quelle proposition de valeur je pousse. Et juste en optimisant la proposition de valeur, ils sont allés chercher des plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de conversion. Juste en travaillant ce point. Donc, ce que je te disais, c'est que les quatre étapes, il faut bien les maîtriser. Est-ce que j'expose suffisamment mon utilisateur? Parce que s'ils ne sont pas suffisamment bloqués, ils ne vont pas convertir. Est-ce qu'ils voient les messages? Est-ce qu'ils comprennent les messages et ils s'identifient aux messages? Est-ce qu'ils cliquent? Et est-ce qu'à la fin, ils achètent? Il faut que tu optimises chacune de ces étapes. Et ça, c'est vraiment le niveau, sans même parler de personnalisation, sans même parler de propensité à convertir et de choses comme ça. C'est vraiment le niveau 0 qu'il faut masteriser, entre guillemets. Et souvent, dans ce tunnel-là, quand tu le mets en place avec certains clients, est-ce qu'il y a des points qui sont toujours à travailler ou oublier? Donc, tu parlais de la proposition de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres points ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas en fonction de comment est construit on construit l'appli, le site? Et j'ai une autre question aussi sur, tu disais, il faut que le produit soit bon. Ça veut dire que tu as des personnes tu as des entreprises en tout cas qui bossent sur ce tunnel, qui n'y arrivent pas, il y a des problèmes produits et qui ne le voient pas. Est-ce que ça t'arrive aussi? Oui, je vais répondre à ta deuxième question, puis après à ta première. En fait, n'importe quel média, même si la proposition de valeur, elle est pas folle, ou n'importe quel producteur de contenu ou d'application, même si la proposition de valeur, elle est pas folle, les 6 premiers mois, ça va marcher. Parce que tu as toujours des hardcore users, même si tu leur expliques pas pourquoi, eux, ils sont convaincus de ce que tu fais, et cette petite base-là, ce 0,1%, ce 0,5%, eux, ils vont convertir. Au bout de 6 mois, si tu n'as pas bossé ton produit, si tu n'as pas bossé ta proposition de valeur, en fait, tu vas avoir ta courbe de conversion, elle va devenir de plus en plus flat. Et mon point par rapport au produit, c'est que on l'a vu chez pas mal de clients, les clients qui n'ont pas bossé cette partie-là, ça a marché au début et après ça a stagné. Et ceux qui ont bien bossé le produit, après toutes les mécaniques marketing qu'on va mettre en place, tous les parcours qu'on va mettre en place, tu as une croissance qui continue. Alors, tu as toujours des paliers, hein, tu as toujours des paliers puis des phases de croissance, mais disons que tu vas aller chercher beaucoup plus facilement de la croissance à moyen et long terme si tu as bossé ton produit. Et bosser son produit, c'est réfléchir à pourquoi les utilisateurs feraient l'action que je leur demande, que ce soit de créer un compte, que ce soit de s'abonner, et d'avoir une vraie proposition de valeur à apporter par rapport à ça. Ça, c'est par rapport à ta deuxième question. Et par rapport à ta première question, nous, ce qu'on observe souvent, c'est que tous les points sont importants, mais je vais donner quelques exemples. Alors, je prends un exemple avec des médias, mais ça pourrait être d'autres acteurs, c'est pareil. Souvent, quand ces acteurs-là lancent des stratégies d'abonnement, en fait, au début, ils vont bloquer très, très peu de leur contenu ou de leur vidéo ou de l'audio, enfin, peu importe. Et donc, en fait, les utilisateurs, ils vont pouvoir consommer 10, 15, 20, 30 contenus avant de se retrouver bloqués. Et donc, le niveau de conversion, le niveau de frustration, il n'est pas suffisamment élevé pour que l'utilisateur s'abonne. Je te fais une parenthèse. On avait fait une étude en 2021 où on s'était posé la question de est-ce que plus tu bloques l'utilisateur et plus tu convertis? Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que effectivement, c'est corrélé au début. C'est-à-dire que plus tu bloques l'utilisateur, plus tu le frustres et plus il va convertir.
jusqu'à un certain seuil où c'est plus corrélé, en fait. Il n'y a pas que la frustration qui rentre en compte pour l'acte d'achat. Mais en tout cas, au début, c'est très, très corrélé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lances, faut pas être trop frustrant au début, mais très rapidement, il va falloir commencer à l'être de plus en plus. Donc, ça, c'est un premier point qui est souvent oublié. Tu sais, on va bloquer, puis on va dire, en fait, mon abonnement, il marche pas. Non, en fait, il faut que tu augmentes ton niveau de frustration. Ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point qui est souvent très négligé, c'est la visibilité de ton message. C'est-à-dire que souvent, pareil, je vais prendre, dans les apps, c'est pareil parfois, et sur le web, c'est pareil. Tu vas pouvoir consommer un peu et après, tu vas voir le message qui te dit, bah, maintenant, c'est payant. Donc, tu vas pouvoir consommer une partie du produit, puis après, on te dit que c'est payant. Et en fait, nous, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que 50% des utilisateurs ne descendent pas jusqu'au message qui leur dit pourquoi c'est payant et que c'est payant. Donc, ça veut dire que si déjà tu n'exposes pas assez, et en plus, il n'y a que 50% des gens qui le voient, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, ta reco, ça, c'est la deuxième étape. Et après, la troisième étape, c'est... Vas-y, pardon, excuse-moi. Donc, ta reco, c'est quoi? C'est de mettre plus haut dans le tunnel? C'est-à-dire que tout de suite, tu dois montrer que c'est payant. Tout de suite, tu dois montrer qu'il y a une offre qui va arriver. Alors, ma reco, c'est... Alors, j'en ai deux. Ma reco, c'est... Ça dépend. Ça dépend du stade de lancement où tu en es dans ton... Si tout était gratuit sur ton app pendant des mois ou des années, il faut que tu fasses très attention. Parce que si tu frustres trop vite, tout le monde va partir. Et ça, on l'a observé chez des clients. Donc là, tu es plutôt dans une phase d'éducation au début. Ok, on commence à mettre en place une mécanique payante, je t'explique pourquoi. Peut-être qu'au début, je te propose juste de créer un compte pour accéder à cette expérience. Et dans un mois, tu vas devoir payer. Enfin, tu fais un truc un peu plus soft. Mais petit à petit, oui, il faut que tu sois de plus en plus, agressif, effectivement. Parce que si tu l'es pas, en fait, tes utilisateurs, ils vont pas être suffisamment exposés à la frustration pour se rendre compte qu'ils ont vraiment besoin de ton produit. C'est pas simplement en leur disant qu'ils ont besoin de ton produit qu'ils vont se rendre compte. Ils ont besoin d'être frustrés. Ils ont besoin de. Et c'est ce que l'univers du jeu a très bien compris. Hein. Il te donne juste suffisamment pour que tu aies envie de continuer et que tu sois frustré au moment où tu as envie d'aller plus loin. Ouais. Et est-ce que tu observes que quand tu accompagnes des clients, est-ce que c'est qu'ils n'osent pas frustrer leurs utilisateurs ou est-ce que tout simplement ils ne savent pas qu'il faut frustrer les utilisateurs pour convertir davantage? Souvent, ils ne le mesurent pas. C'est plutôt ce point. C'est-à-dire que un KPI qui est pas regardé au début, mais par mes connaissances du sujet, hein, ce qui est normal, c'est le stop rate en fait. C'est le pourcentage d'utilisateurs qui, dans leur session ou dans une période, une semaine, un mois, vont être bloqués dans leur expérience et à qui on va leur demander de faire un acte de conversion, que ce soit créer un compte ou s'abonner. Et ce taux-là, il est rarement suivi. Donc en fait, les gens vont plutôt se dire, je bloque telle ou telle feature ou je bloque tel ou tel type de contenu et c'est tout. Et sauf que la réalité, c'est que c'est pas suffisant parce que peut-être que ça va être trop, peut-être que ça va être pas assez. Et ce qu'il faut que tu regardes, c'est deux choses. Il faut que tu regardes ton stop rate et il faut que tu regardes ton taux de rebond. Le nombre d'utilisateurs qui vont quitter ton app ou quitter ton site. Et en fait, le fait de monitorer ces deux indicateurs, ce qu'on a vu chez des clients dans le passé, c'est que, tu sais, parfois tu augmentes le stop rate, donc tu deviens de plus en plus frustrant, en fait, hein, tu bloques de plus en plus vite. Et puis, ton taux de rebond, il bouge pas. Okay, donc là, c'est nickel. Et puis d'un coup, tu vas augmenter un tout petit peu plus. Et là, ton taux de rebond, il explose. Donc c'est pour ça qu'il faut bien monitorer les deux, parce que si tu monitores les deux, là, si tu vois que tu exploses, tu reviens en arrière, tu fais OK, attends, on revient en arrière, l'audience, elle n'est pas encore prête. Mon audience, elle n'est pas encore prête à faire ce pas-là, donc je reviens un peu en arrière, j'attends et je retesterai peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc il faut bien mesurer les deux. Ok, donc hyper intéressant, c'est plus en quelque part sur l'apprentissage du suivi des KPI, qui était une des questions que je voulais te poser. C'est quoi pour toi dans un tunnel les bons KPI à suivre et à quel moment tu déclenches de l'A/B test? Est-ce que tu le déclenches immédiatement quand tu retravailles avec tes clients le funnel? Est-ce que d'abord tu mets en place un funnel et du coup tu suis des KPI? Comment tu allies les deux? Alors, c'est une bonne question. Je pense que je rigole parce que c'est deux sujets sur lesquels tu peux t'embourber très facilement et en même temps, si tu les fais pas, c'est un problème aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu, ce qui est très compliqué. Donc, sur les KPI, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement de suivre un certain nombre d'indicateurs, mais ça doit tenir dans ton écran sur une page, quoi. C'est-à-dire que tu dois avoir entre 4 et 6 indicateurs peut-être et tu dois avoir une North Star.
Et déjà, il faut pas aller beaucoup plus loin, tu vois. Il faut pas aller beaucoup plus loin. Et ta North Star, elle peut changer. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça peut être l'exposition. Ensuite, dans un deuxième temps, ça pourrait être la conversion. Dans un troisième temps, ça pourrait être la valeur d'un abonné. Le quatrième temps, ça peut être la rétention. Ça peut bouger. Mais je dirais que de 4 à 6 indicateurs, vraiment, c'est suffisant pour piloter. Et le risque qu'on voit chez certains de nos clients, c'est que tu veux commencer à tout piloter, tu veux commencer à tout voir. Et là, tu vois toujours des trucs contradictoires. Et si tu n'as pas une North Star métrique, ça commence à être compliqué de prendre des décisions. Et là, tu t'embourbes dans. Tu repars dans le sujet où on va se batailler en réunion à prendre des décisions sur des choses qui sont pas factuelles. Et donc, ça va être compliqué. Donc, moi, ce que je recommande, c'est quand on démarre sur un parcours de conversion, c'est exposition de l'utilisateur aux mécaniques bloquantes. Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il clique? Est-ce qu'il convertit? Et est-ce qu'il reste? Tu vois, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Éventuellement, tu as le taux de rebond, ce que je disais, qui peut se mesurer. Après, ça dépend du média, ça dépend du produit que tu as. Et après, sur ce que tu dis sur les A/B tests, c'est pareil. En fait, moi, ce que je recommande dans un premier temps, c'est de faire un truc à l'intuition. Le premier parcours que tu vas lancer, il faut qu'il soit bien fait, mais il faut qu'il soit un peu à l'intuition. Et on va pas faire d'A/B test tout de suite. Okay, on va se dire, ok, d'abord on part sur un truc dont on pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. On le fait tourner, on s'assure que les indicateurs remontent bien, on s'assure qu'il n'y a pas de bug dans le parcours utilisateur, on s'assure que l'expérience elle est cohérente, qu'on peut aller au bout du tunnel. Okay, on fait une phase comme ça de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et une fois que tout le monde comprend ce qui se passe et qu'on est sûr que ça fonctionne, là tu commences à mettre en place des mécaniques d'A/B test. Et le problème, c'est que si tu démarres trop tôt, tu te perds très vite. Et si tu te perds très vite, tu sais plus ce que tu fais. Et pareil, tu peux plus prendre de décision. Donc, Marocco, c'est plutôt de commencer simple. Et une fois que tu sais ce que tu fais, que tu as ton premier parcours et qui tourne, là, tu vas commencer à te dire, OK. Et tu vois, nous, c'est ce qu'on propose à nos clients. En fait, sur chacune des étapes que je t'ai dit, on a des benchmarks marché. Tu vois, on a les stats de nos 150 clients qu'on anonymise. Et du coup, c'est très facile de te dire, bon, vous, Anaïs, en fait, là où vous n'êtes pas bon, c'est sur l'exposition. Ou alors, c'est sur la dernière étape du tunnel. Ou c'est celle au milieu. Donc, faites tourner d'abord. Et ensuite, on va pouvoir vous aider, ou même vous pouvez le faire de votre côté, à vraiment voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et après, on met en place des mécaniques de personnalisation, d'A/B test, qui sont des choses un peu plus avancées. Et alors, du coup, tu dis, hyper intéressant, tu dis que vous avez un benchmark marché. Est-ce que c'est sectoriel ou est-ce que c'est des grandes tendances que tu peux nous partager peut-être sur les étapes du tunnel pour des produits qui marchent? Ouais, alors pour être honnête, j'ai pas les chiffres en tête, j'aurais dû réviser un peu. En plus, on va sortir le benchmark de Q1 là, 2024. Mais oui, c'est général et on peut le sortir par sous-vertical, ouais, effectivement, qui vont être plus ou moins représentatives, hein, donc avec des chiffres qui sont plus ou moins. Et c'est quelque chose qu'il y a un petit peu de latence. Hein, Vas-y, pardon, Anaïs. Mais c'est quelque chose que du coup tu rends public, en tout cas, peut-être que Ouais. voilà, qui sera partagé, qui est partagé sur tes sites, quoi. Alors, figure-toi que dans notre propre stratégie de conversion d'audience appliquée à nous-mêmes, ces chiffres-là, en fait, ils sont réservés à nos clients. Donc, on a notre média The Audiencers. Et sur The Audiencers, tu as des contenus qui sont gratuits, tu as des contenus qui sont réservés aux clients. Et donc, ce contenu-là, tu peux y accéder en étant client chez Pool ou en étant très, très sympa avec quelqu'un de l'équipe. C'est des choses qui peuvent se soudoyer, je pense. Ça se négocie. Ok, bon, écoute, du coup, les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou demain, on leur dit qu'il faut s'inscrire sur ton média, quoi. C'est l'idée. C'est ça, exactement. Du coup, on a parlé de pas mal de KPI, on a parlé du coup sur cette partie du tunnel. Il y a un autre indicateur qui est, je pense, intéressant quand tu as un média, en tout cas, ou que tu as une stratégie de contenu, c'est le taux de churn. Est-ce que c'est quelque chose, le taux de churn, sur lequel t'aides tes clients à piloter? Est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Même si finalement, le taux de churn, c'est aussi très produit. Donc forcément, si tu as un trop fort taux de churn, c'est aussi que tu dois te poser des questions sur ton produit. Mais est-ce que c'est un KPI que tu traites avec tes clients et sur lequel tu peux avoir des recos, en tout cas, sur ce sujet? Oui. Alors, pour te répondre, donc oui, c'est un sujet qu'on traite. C'est un sujet qu'on traite depuis
plus récemment, parce qu'historiquement, on s'est construit plutôt sur l'étape de conversion, donc d'engagement et de conversion d'audience, et nos premiers produits étaient sur ça. Là, donc dernièrement, on a sorti un produit qui s'appelle Engage, qui est justement pour t'aider à mettre en place des mécaniques on-site ou sur ton application pour onboarder et fidéliser tes utilisateurs. Donc c'est un sujet effectivement qu'on commence à traiter, et c'est un sujet qui est pas évident, parce qu'en mettant un peu les mains dedans, tu te rends compte que le taux de churn, ça peut tout et vouloir rien dire. Est-ce qu'on parle d'un churn mensuel? Est-ce qu'on parle d'un churn annuel? Est-ce qu'on parle d'un churn sur toutes les offres? Est-ce qu'on parle d'un churn sur tous les utilisateurs? Donc c'est un KPI qui est simple, mais qui est quand même un peu compliqué à appréhender. Et après, sur comment l'optimiser, c'est pareil, c'est comme sur la conversion. Si tu veux, nous, ce qu'on observe, et même si tu as pas mal de stats sur le marché que je pourrais partager d'ailleurs, que je pourrais t'envoyer, Anaïs, qu'on pourra peut-être partager avec l'épisode. Mais il y a deux choses que tu observes. C'est-à-dire que le churn, tu en as le plus au début. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'adoption de ton produit, enfin la capacité à un utilisateur d'adopter ton produit, là où elle est le plus forte, c'est les premières heures, les premiers jours. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire de ça? On peut se dire que, en fait, même si ton utilisateur il a acheté, il ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a dans le produit. Donc il va falloir que tu expliques. Que tu sois un média, que tu aies une app, enfin peu importe ton métier. Et donc un truc qui va être important à faire, qui est très bien fait par les boîtes SaaS, qui est très bien fait dans certaines apps, qui est peut-être moins bien fait dans certains secteurs, c'est de se dire, OK, il vient de s'abonner, et là, il faut que je lui pousse la meilleure expérience possible pour qu'il comprenne ce qu'il y a dans le produit. Donc ça, c'est son bénéfice à lui. Mais ton bénéfice à toi, en tant qu'éditeur, c'est de le faire activer des fonctionnalités dont tu sais qu'elles vont avoir un impact très important sur la rétention. Donc par exemple, quand tu es un média, il y a pas mal de stats qui sont sortis. Le fait de faire télécharger l'app, le fait de faire s'inscrire à des newsletters, c'est des mécaniques qui vont avoir un impact important. Tu vois, je crois que on a fait un festival à Madrid qu'on a organisé, et c'était, je crois que c'était, ou c'était à Londres, je sais plus, mais c'était El País qui partageait que, je crois que quand un utilisateur s'inscrit à au moins une newsletter, il a moins 25% de chances de churner, et quand il télécharge l'app, il a moins 30%. Tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premières minutes, les premiers jours, il faut vraiment les masteriser, il faut vraiment essayer de faire activer le maximum de fonctionnalités à ton utilisateur, dont tu sais qu'elles ont un impact sur sa capacité à rester longtemps. Okay. Une fois que tu as fait ça, ça veut pas dire qu'il ne faut pas que tu continues à lui parler pendant le reste du temps. Bien évidemment, il y a des mécaniques anti-churn qu'il faut que tu mettes en place. La carte bleue arrive à échéance, le moyen de paiement n'est pas passé, donc là, il faut que tu communiques à ton utilisateur. Enfin, d'ailleurs, tu le vois sur Spotify, tu le vois sur Netflix, c'est des sujets qui sont parfaitement traités. Tu as ce petit bandeau rouge qui vient apparaître et qui dit « Ah, attention, Anaïs, bientôt, tu n'as plus accès. » Donc ça, c'est bien fait. Et puis, il faut aussi que tu sois proactif dans ta capacité à garder ton abonné. C'est-à-dire que un des trucs que fait, je crois que c'était Elle Confidential, pareil, c'était un festival, c'était à Madrid. Et ce qu'ils partageaient, c'est que dès qu'un utilisateur avait son engagement qui baissait un peu, tu vois, ils identifiaient 3 groupes, soit quelqu'un qui était price sensitive, soit quelqu'un qui n'était pas engagé, soit quelqu'un qui était très engagé. S'il était très engagé, ils essayaient de lui rappeler la valeur qu'il y a dans le produit. S'il n'était pas engagé, ils lui faisaient activer des fonctionnalités. Et s'il était price sensitive, ils essayaient de le faire passer sur une offre un tout petit peu plus basse. Tu vois. Donc c'est comme ça aussi que tu peux être proactif dans le cycle de vie de ton utilisateur. Mais je dirais que pour finir... Quoi. Un petit peu d'attente, je te dis là, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu arrives dans la personnalisation à fond, quoi. C'est-à-dire qu'on vient, pour optimiser le taux de churn, vraiment personnaliser l'expérience de ton funnel, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que ma recommandation, c'est comme sur la conversion. Démarrer très simple, à l'intuition, vraiment, faites un parcours les premiers jours qui vous paraît cohérent. Réfléchissez à 2-3 mécaniques, mais partez très simple. Et une fois que vous avez vraiment masterisé cette étape, là, on va pouvoir passer sur l'étape 2, effectivement, qui est la personnalisation. Je t'ai donné cet exemple côté rétention, mais c'est la même chose côté conversion. Tu vois, par exemple, je repars là-dessus, mais c'est juste pour illustrer. On a un client qui s'est aperçu que le fait de pousser un prix, tu sais, souvent tu pousses des promos, on pousse tous des promos, 1 euro les 3, les 2, les 6 premiers mois. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'ils se sont aperçus que le fait de pousser un prix avait un impact négatif sur le taux de conversion pour les fans.
Donc les gens les plus engagés, quand tu leur poussais un prix, ils avaient moins de chances de convertir. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah, les volatiles, les promophiles, eux, je vais leur pousser un prix. Par contre, les fans, plutôt que de leur pousser un prix, quand je leur demande de s'abonner, je vais leur expliquer ce qu'il y a dans le produit. Je vais leur expliquer la proposition de valeur. Et en faisant ça, ils ont fait plus 100% de conversion sur le segment fan. Et en plus, comme ils poussaient un prix plus élevé, ils ont fait plus de marge. Et donc, ça, c'est pas des mécaniques auxquelles il faut réfléchir au début, parce qu'on va se perdre. Mais par contre, une fois que tu masterises bien cette base, là, tu peux passer exactement comme tu l'as dit, Anaïs, à l'étape 2, qui est plus l'étape de personnalisation, quoi. Ok. Hyper intéressant, Maxime. C'est très intéressant tout ce que tu nous partages. J'ai une dernière question avant que tu nous dises où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce que les gens peuvent te parler. Je voulais savoir si tu observais des modifications dans le comportement d'usage des utilisateurs. Enfin, voilà, est-ce que du coup, il y a 5 ans et aujourd'hui et demain, est-ce que tu vois des évolutions chez tes clients dans la manière d'acheter, dans la manière d'accepter la frustration, dans la manière en tout cas, d'interagir du coup à l'intérieur d'une app, d'un site, d'une offre. Est-ce que tu vois une évolution de tendance ou en tout cas de comportement? C'est une bonne question. Je dis, il doit y en avoir plein. Moi, celle qui me vient naturellement, c'est le fait que on est passé d'un univers où l'accès aux produits, à l'information, enfin peu importe ce que tu as à vendre, était gratuit. Et toute action de frustration était enfin, tu te faisais pourrir sur les App Store, tu te faisais pourrir partout. Et là maintenant, je pense que l'utilisateur a compris que pour accéder à des contenus, quels qu'ils soient, il y a une contrepartie à donner. Et on le voit à différentes étapes. Maintenant, il faut donner son consentement, ou il faut peut-être s'abonner, il faut peut-être créer un compte, il faut peut-être payer. Donc en fait, je trouve que ce qui a vachement changé dans le comportement utilisateur, c'est l'acceptation de la contrepartie, à condition qu'elle soit faite, à condition qu'elle soit expliquée, à condition qu'elle soit entendable et qu'elle soit justifiée. Mais moi, je trouve que c'est un des principaux comportements qu'on a observé, c'est-à-dire que maintenant, c'est OK de demander une contrepartie, il faut juste bien le faire, comme on a fait, comme on l'a expliqué, mais je trouve que c'est un des changements que j'observe tu vois, en 6 ans, en 6 ans sur ces sujets. Ok. Bah, et oui, en plus, ce qui est totalement d'actualité, parce que c'est vrai que si on prend la filière média, eux, avec toutes les cookies et tout ce qui fait ils ont plus de mal à monétiser, ils sont obligés d'essayer de faire loguer les utilisateurs. Mais ce qui, parfois, peut générer aussi pas mal de mauvais commentaires, pas mal de déceptions des communautés existantes. Exactement, mais tu sais pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est toujours paradoxal, c'est que moi, j'ai beaucoup de discussions avec mes clients qui ils n'osent pas. Donc, ils te disent, par exemple, tu sais, sur les cookie walls. Donc, le cookie wall, juste pour expliquer à tout le monde, c'est vous arrivez sur un site, vous refusez les cookies et on vous dit, bah, soit tu consens, soit tu t'abonnes. Et en fait, souvent, ce que disent les médias, moi, j'ai une discussion avec un média national il n'y a pas longtemps, ils te disent, non, mais en fait, on veut que vous acceptiez le consentement parce que on va vous faire une expérience personnalisée. Mais déjà, c'est faux. Et 2, personne n'y croit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est soyez vrais. En fait, quand vous dites quelque chose à votre utilisateur, en plus, c'est au début là. Il vous connaît peut-être pas, c'est la première fois qu'il vient chez vous. En fait, soyez honnête. Vous voulez avoir son consentement parce que votre CPM, il est 50% plus élevé quand vous avez le consentement de l'utilisateur et vous gagnez de l'argent et ça permet de payer des journalistes et c'est ce qui permet d'avoir le contenu gratuitement, au moins pour lui dans un premier temps. Donc juste en fait, trouvez la bonne formule, la bonne façon de faire, mais juste soyez extrêmement honnête avec vos utilisateurs et arrêtez de vous cacher derrière des choses qui sont absolument fausses, tu vois. En fait, soyez transparent et honnête et ça va bien se passer. Il faut juste accepter de l'être, tu vois. C'est ça, c'est un truc qui a encore du mal à passer. Ouais, bah oui, parce que du coup, quelque part, c'est aussi accepter que depuis 10 ans, un média, bah, il a pas pris, enfin, il n'a pas demandé le consentement global à son utilisateur parce que les règles étaient moins fortes et que du coup, il s'en est servi, quoi. Il y a ce côté qui peut être un petit peu difficile pour les marques d'accepter ça, quoi. Mais les utilisateurs le savent de toute façon. Exactement, et les utilisateurs le savent. Et en fait, il faut juste leur dire. Si tu es détenu par du capital et que tu as des gros investisseurs et que tu tiens ce genre de discours, tu sais que ça passera pas. Mais si tu as un média qui, en fait, est indépendant, et indépendant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut avoir des investisseurs, mais pas forcément d'investisseurs, tu vois, des trucs énormes comme tu peux avoir parfois dans les médias. En fait, juste, on peut le dire, quoi. On peut dire, bah ouais, en fait, j'ai besoin de toi pour m'aider à vivre, tu vois, et c'est OK, en fait. Maintenant, je pense que les utilisateurs sont au courant du fait qu'ils ont besoin de contribuer
Mais juste, il faut pas leur mentir, quoi. Et il faut être juste honnête et ça passera. C'est tout. Bah, top. Bah, merci beaucoup, Maxime. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, donc du coup, c'est un peu le format flash de notre Faut pas décoder. Pour terminer, j'ai deux questions. Où est-ce que les auditeurs te trouvent? Est-ce que tu réponds sur LinkedIn? Est-ce que c'est plutôt par mail? Enfin, où est-ce qu'on peut, en tout cas, te contacter pour prendre la tâche avec toi? Et quel conseil tu donnerais en tout cas, un client, un éditeur d'appli, de site qui chercherait à optimiser sa conversion? Quel premier conseil tu leur donnerais? Ok. Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Avec plaisir, je répondrai si vous avez des questions. Par mail aussi, donc c'est maxime@pool.fr avec 3 O, POOOL.fr. Et après, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer ou optimiser, c'est donner un objectif clair sur une période de temps à une équipe pluridisciplinaire et laissez-la faire des choses simples et apprendre. Et dans ce que je dis, c'est qu'il faut avoir un KPI, une North Star, sur une temporalité qui est claire. Il faut leur donner la main. Il faut faire une équipe pluridisciplinaire du produit, du business, du market, de l'édito, enfin peu importe. Et il faut leur laisser le temps, il faut leur donner les capacités d'y tirer rapidement. Et normalement, si vous faites ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Le problème, c'est que souvent, le début, avoir une North Star, avoir une organisation qui fonctionne bien, c'est souvent là où ça pêche. Et voilà, mon premier conseil, qui est peut-être simple, mais pas si évident que ça, c'est celui-là. Merci beaucoup, Maxime. Ce que je te propose aussi pour terminer, c'est de savoir s'il y a quelques questions dans les personnes qui nous écoutent. On va attendre 2 secondes pour savoir si, du coup, certains ont des questions. Vous avez un petit chat tout à droite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, du coup, à nous les indiquer pour qu'on puisse y répondre. Ou sinon, Maxime a donné ses coordonnées ou les endroits où vous pouvez le contacter. Donc vous pouvez aussi directement prendre la tâche avec lui. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, Maxime, je te remercie vraiment pour nos échanges. Et puis, bon après-midi à tous. Merci à toi, Naïs. À bientôt. À bientôt.